Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en présentiel et en ligne pour ce deuxième atelier de la plateforme Génotools Sociétal, Éthique et Biosciences, dont le thème général était éthique, science et espace. Donc on a déjà eu un premier volet qui a en fait exploré l'éthique de l'exploration spatiale, donc quelle valeur, quel encadrement juridique, pour quelle géopolitique de l'espace on est en train de développer. Et aujourd'hui, on va s'intéresser de manière plus spécifique à la santé de l'astronaute, donc à ses besoins, aux effets de l'espace sur la santé de l'homme, à la manière dont on peut étudier les effets de l'espace sur la santé humaine, à la manière dont on prépare les astronautes aussi aux voyages spatiaux, et à la prise en charge des astronautes qui sont envoyés en mission spatiale. Au travers de cette thématique, on peut aussi questionner les retombées de ces activités pour la santé de tout un chacun ici sur Terre. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 intervenants avec nous. Alors on a Anne Pavie-Le Traon, qui est professeure associée de neurologie au CHU de Toulouse, directrice médicale adjointe du MEDES, vice-présidente de la SOFRAMAS, donc c'est la Société francophone de médecine aérospatiale, membre du conseil médical de l'ESA, la European Space Agency, et qui est rattachée à l'unité INSERM tonique, qui est également sur Purpan, si je ne me trompe pas. Et donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons aussi avec nous Marie-Pierre Bareil, qui est manager de la clinique spatiale MEDES, également sur Toulouse. Donc on a la joie de vous rencontrer. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et notre troisième intervenant sera Florent Destruau, qui est professeur des universités et praticien hospitalier, directeur adjoint du département d'odontologie de la faculté de santé de Toulouse, et qui est membre de l'équipe de recherche à laquelle j'appartiens. C'est l'équipe Bioethics de cette unité, au CERPOP, le Centre d'études et de recherche en santé des populations. Chaque intervenant aura 30 minutes. Après chaque intervention, on aura un temps d'échange d'environ 10 minutes. Après la deuxième intervention, on aura une petite pause et on enchaînera avec la dernière intervention pour finir sur un débat général. Donc, pas de frustration si vous n'arrivez pas à poser vos questions après chaque intervention. Vous pourrez les réserver pour le débat final. Et pour nos participants en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on les relaiera ici en présentiel. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Anne Pavie-Le Traon pour la première présentation. Et encore une fois, merci d'être avec nous. Bonjour, donc merci pour cette invitation. Je vais vous parler d'un problème qui est un peu vaste. Je vais essayer de vous présenter en 30 minutes un peu les principaux enjeux médicaux des vols spatiaux. Alors, on sait que l'environnement spatial est a priori hostile et caractérisé par différents facteurs. Un principal qui est l'apesanteur ou la microgravité, ou on va dire le changement de type de gravité, puisqu'on verra qu'avec la gravité lunaire, ça va changer, mais aussi l'isolement physique et social, le confinement. Le fait d'être en microgravité, c'est aussi un modèle d'inactivité physique extrême. Et puis après, il y a aussi l'alternance lumière-obscurité rapide, c'est que les astronautes en orbite basse voient le Soleil se lever 16 fois par jour. Il y aura aussi comme facteur la distance avec la Terre pour les futures missions, et en particulier aussi pour les futures missions, l'exposition au rayonnement, qui peut être un facteur limitant pour les vols, en particulier interplanétaires. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font à bord de l'ISS, qui est une station où il y a une collaboration internationale, jusque pour dire sur le plan qui est situé à peu près à 400 km d'altitude. Les astronautes, tous les objets sont en microgravité du fait de la vitesse de la station. C'est comme s'ils étaient en continuelle chute libre autour de la Terre. Et il y a 2 choses importantes au niveau physiologique, c'est que la pression dans la station, c'est à peu près la pression atmosphérique au niveau de la mer, et bien sûr avec une température qui est à peu près de confort. Alors les astronautes vont avoir à vivre et à travailler à bord de la station et à s'habituer à ces nouvelles conditions. Vous voyez ici d'abord à se mouvoir avec les conditions de microgravité dans un nouvel environnement. Tout se passe en microgravité. Il faut aussi s'y habituer pour les procédures d'hygiène, pour dormir. Vous voyez que le sommeil est perturbé avec des astronautes qui dorment à peu près 6 heures, 6 heures et demie au lieu de 8 heures. Les procédures d'hygiène. Et puis après,
les astronautes ont surtout à travailler à bord. Et l'ISS, c'est vraiment un laboratoire scientifique avec des expériences de différents types, en sciences de la vie, mais aussi en sciences physiques, en astronomie, etc. Et vous voyez que, en fait, là, c'est des exemples de planning d'astronautes. Vous voyez que le planning des astronautes, en fait, est très serré. Ils ont beaucoup de travail, avec des horaires de travail qui sont calqués sur ceux du centre de contrôle au sol, avec ici aussi à Toulouse justement le CATMOS, qui est le centre qui permet d'aider à la réalisation des expériences scientifiques en micro-courbes et qui intervient aussi avec la station pour les aider. Et puis le week-end, les astronautes ont aussi à nettoyer la station, s'occuper de la maintenance, etc. Donc vous voyez que le planning est serré. Alors, le premier facteur, je vous ai dit, c'est la microgravité ou la pesanteur. En fait, la gravité a vraiment conditionné notre physiologie et notre anatomie. Et à bord, en microgravité, la microgravité va avoir des effets sur les différents systèmes physiologiques. Je vais vous détailler un peu toutes les principales modifications, mais on peut voir ici, bien sûr, les effets au niveau de l'os, du muscle. Alors, je vous en parlerai moins des troubles, mais peut-être que Marie-Pierre vous en parlera, des troubles du métabolisme. C'est un modèle d'inactivité physique, diminution de la réponse immunitaire, des modifications liquidiennes avec une nouvelle répartition des fluides, je vais détailler tout ceci, des perturbations neurosensorielles, et en fait on va voir aussi, c'est un problème qui est apparu plus récemment, comment les modifications de répartition des fluides retentissent aussi sur l'œil. Vous voyez ici les principaux problèmes médicaux que l'on peut lister liés aux vols spatiaux de longue durée. Alors ce que vous voyez, c'est que certains problèmes sont en fait des conséquences de l'exposition à la microgravité, que je vais vous détailler, sur l'os, le muscle, le neurosensoriel, etc., cardiovasculaire. Mais il y aura aussi, on va avoir des conséquences possibles au niveau psychologique, avec une situation en confinement prolongé, et aussi des conséquences dues à l'environnement. Et en fait, la station spatiale est bruyante, donc régulièrement, et surveiller l'audition au cours du vol. Et bien sûr, il y a après aussi des risques liés à vivre en milieu confiné, avec les aspects de contamination microbienne, et bien sûr l'exposition aux radiations, notamment pour les vols de longue durée. Alors je vais procéder un peu, faire un panorama un peu large en procédant système par système. Il ne faut pas que ça fasse un peu catalogue, mais on est obligé de procéder comme ça pour vous expliquer un petit peu les principales modifications. Concernant le système cardiovasculaire, ce qui se passe, c'est qu'au cours du vol spatial, il y a, du fait de l'absence de gravité, il n'y a plus de pression hydrostatique et il y a une répartition homogène des fluides sur l'organisme qui aboutit en fait à une migration relative de fluides vers la partie supérieure du corps. C'est-à-dire qu'il y a plus de fluide dans la partie thoracocéphalique par rapport à sur Terre. Et on le voit d'ailleurs illustré ici. Vous voyez que la photo de cet astronaute avant vol et pendant vol. Vous voyez le faciès un peu plus poupin, on va dire ça comme ça. Et on voit aussi une diminution de volume des jambes, simplement due à la migration liquidienne, qui va se majorer après avec l'atrophie musculaire. Mais au début, c'est surtout la modification liquidienne. Alors le fait de ne plus avoir lutté contre la gravité et à maintenir sa pression artérielle en permanence quand on change de posture sur Terre, en fait, et à ne pas avoir sollicité ce système cardiovasculaire, aboutit à un déconditionnement cardiovasculaire avec une diminution de la capacité d'exercice. C'est pour ça que les astronautes, on va le voir, s'entraînent régulièrement au cours du vol et qu'on surveille aussi régulièrement cet aspect cardiovasculaire. On a remarqué aussi qu'il y avait une augmentation plus importante, il y a eu une description de troubles du rythme cardiaque plus fréquents au cours du vol spatial, dont un cas de retour prématuré sur Terre il y a de nombreuses années. En fait, le problème, pour l'instant, c'est plus vraiment un problème. Le problème, c'est surtout la gestion d'un éventuel trouble cardiaque lors d'une mission interplanétaire, si on se retrouve à distance de la Terre. Par contre, ce qui est apparu plus récemment, c'est l'augmentation du risque de thrombose veineuse, et notamment, il y a eu un cas décrit de thrombose veineuse, ici de la veine jugulaire,
diagnostiqué en vol par échographie et qui a été traité en vol et qui est dû en fait à la diminution du retour veineux lié à la migration liquidienne. Et la question qu'on se pose maintenant, depuis qu'on fait des vols spatiaux, on a pu identifier tous ces risques. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est les complications apparaître potentiellement sur les vols de longue durée. Et on a pu montrer qu'il y avait comme ça des modifications au niveau de la carotide, de l'épaisseur intima médiane, enfin, en gros, qui est un marqueur de risque cardiovasculaire, qu'on a pu voir des modifications apparaître, petites, pas pathologiques, après des vols de longue durée. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire à long terme? Et puis, au retour sur Terre, bien sûr, le système sera complètement déconditionné à la gravité terrestre. Et vous pouvez voir, généralement, les astronautes, là, au retour, sont soutenus. Alors, pour deux raisons. D'une part, pour la raison de la chute de tension en position debout, pression artérielle en position debout, ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, qui est favorisée par la diminution du volume plasmatique. En fait, en vol, l'organisme va s'adapter à cette migration liquidienne et en réaction va entraîner une augmentation de la diurèse et il va y avoir en vol une diminution du volume plasmatique d'environ 15% qui va contribuer à ces phénomènes sur Terre. Il y a aussi des modifications hormonales, une petite atrophie myocardique, bien qu'elle soit les diminuer avec les contre-mesures, et puis ce déconditionnement aussi du système nerveux autonome qu'on utilise en permanence sur Terre pour maintenir la pression lorsqu'on change de position. Ça concerne la plupart des astronautes. Il y a aussi une diminution de la capacité à l'exercice qui va durer comme ça quelques jours. Un autre système qui est très concerné par la microgravité, c'est le système neurosensoriel. Vous savez qu'on utilise pour se maintenir debout, pour se mouvoir, etc. On intègre les informations sensorielles de différents capteurs, hein, la vision, les capteurs cutanés, les capteurs musculaires et les capteurs vestibulaires. Et en particulier, les capteurs vestibulaires, ici, notamment les otolithes, sont des véritables capteurs de gravité dont l'information va être modifiée en vol. Et du coup, ça va entraîner un conflit entre les informations visuelles, par exemple, et les informations vestibulaires. Alors, de façon très simple, c'est ce que j'explique aux étudiants, quand on penche la tête sur Terre, tout nous dit qu'on penche la tête, la vision, le récepteur du cou, le vestibule. En vol, la vision va me dire que je penche la tête sur le côté. Par contre, les capteurs otolithiques sensibles à la gravité ne me le diront pas. Donc ça crée un conflit d'informations qui génère ce qu'on appelle le mal de l'espace. C'est comme une sorte de mal des transports. Ça vient les premiers jours au cours du vol spatial. Après, il y a aussi parfois des illusions sensorielles dues à ces modifications des informations et au fait que le cerveau doit s'habituer à réintégrer toutes ces informations conflictuelles. Ça, on connaît bien depuis longtemps, ça passe au bout de quelques jours. Par contre, maintenant, on fait des IRM avant et après vol, des IRM cérébrales, et on s'est rendu compte en faisant ça qu'il y avait des modifications au niveau IRM. Alors, en IRM fonctionnel en particulier, où on a vu en fait que le cerveau s'adaptait. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des modifications de l'activité ou des connexions qui reflètent en fait les adaptations aux modifications des entrées sensorielles. Alors, plus simplement, le cerveau va donner moins de poids aux informations vestibulaires au cours du vol spatial que d'autres informations. Enfin, je le fais un petit peu de façon schématique, mais voilà. Et puis, du fait des modifications liquidiennes, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des changements structurels du cerveau après des vols de longue durée, avec notamment un petit déplacement du cerveau vers le haut. Vous savez que le cerveau, c'est le seul organe qui flotte dans l'organisme et qui migre un petit peu vers le haut, avec des modifications, une redistribution du liquide céphalorachidien à l'intérieur du cerveau. On a vu aussi des petites modifications de la microstructure, la substance blanche. Après, ce ne sont pas des choses pathologiques, on est d'accord, mais c'est des petites choses qu'on observe avant et après vol par rapport à des situations de contrôle. Alors, bien sûr, la question qu'on se pose, c'est quels seront éventuellement les effets à très long terme. Et puis, donc, l'organisme s'est adapté à la microgravité. Il va falloir qu'il se réhabitue à la gravité terrestre. Et là, de nouveau,
On va voir ce qu'on appelle le mal de débarquement, là. Alors du coup, une espèce d'hyperstimulation des récepteurs vestibulaires, avec au début ce qui contribue aussi aux troubles de la marche et à l'instabilité posturale après les vols spatiaux. Et puis tout paraît très lourd aux astronautes, dit 1G feels like 4G, parce que voilà, il y a plus cette notion de poids réapparaît, avec aussi de nouveau des illusions sensorielles, avec ici, par exemple, sur les illusions de mouvement, comme si quand l'astronaute penche la tête vers l'avant, on a l'impression de partir complètement vers l'avant, ou une modification trajet. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles seront les conséquences éventuellement sur une sortie d'urgence. Et puis ce qu'on ne sait pas non plus, c'est quelle sera l'adaptation à une gravité, non pas la gravité terrestre, mais une gravité modifiée, comme une gravité lunaire, que G sur 6, ou à la gravité martienne. Et puis je vous l'ai dit, les modifications liquidiennes contribuent aussi à des modifications oculaires qui ont été décrites plus récemment, ce qu'on appelle le SANS, Space Flight Associated Neurocular Syndrome. En fait, on s'est rendu compte que certains astronautes, après les vols spatiaux, avaient des modifications de la vision, avec notamment de la vision de près, ça c'était connu depuis assez longtemps, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des modifications du fond d'œil, avec apparition de tendance à un édème de la papille, et avec certaines, et aussi, vous voyez, des modifications comme ici, un aplatissement du globe oculaire, une espèce d'angle, des plis choroïdiens correspondent en fait à un engorgement veineux dans cette couche de la rétine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du ophtalmo, mais on s'est rendu compte que certaines modifications persistaient au retour des vols. Donc c'est devenu une problématique, et pour voir un petit peu si c'était vraiment un risque pour les vols de longue durée. Et les astronautes, vous voyez ici, vous voyez les astronautes qui font un suivi des modifications ophtalmo en vol, en utilisant même un appareil qu'on appelle l'OCT, tomographie par cohérence optique, qu'on utilise en ophtalmo pour voir les DMLA, par exemple, qui permet de voir la rétine. C'est fait régulièrement au cours du vol. Et on s'est rendu compte aussi, alors ça concerne à peu près 20% des astronautes, c'est probablement favorisé par cette migration liquidienne avec une diminution du retour veineux, peut-être une altération aussi du drainage lymphatique et du LCR. Il y a probablement plusieurs facteurs qui sont impliqués, aussi des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux. Voilà. Alors je change complètement de système, je parle maintenant du muscle. Vous savez que sur Terre, on utilise en permanence les muscles posturaux pour se maintenir debout ou pour marcher. Et le fait de ne plus avoir lutté contre la gravité, il y a une atrophie musculaire qui va concerner essentiellement ces muscles posturaux, des jambes et du dos, avec des extenseurs qui seront donc plus concernés que les fléchisseurs, avec une plus grande fatigabilité, et aussi une transition de fibres musculaires, quand on regarde de lente à rapide, parce que c'est les lentes qui sont surtout utilisées pendant les muscles, je vais dire, pour maintenir la position statique par rapport aux fibres rapides. C'est dû en fait essentiellement à la non-utilisation, ou moins d'utilisation de ces muscles. Il y aura peut-être aussi à long terme un rôle joué par les radiations. Vous voyez ici, c'est surtout les muscles du mollet qui sont concernés, ce sont des muscles posturaux. Alors pour lutter contre ça, les astronautes font régulièrement des contre-mesures, ce qu'on appelle des contre-mesures en vol, c'est les moyens préventifs. La principale contre-mesure, c'est l'exercice physique. Et vous voyez ici, ils font du tapis roulant en étant harnachés sur le tapis, bien sûr, pas sauter à chaque pas. Ils font du vélo ergomètre. Et ici, un exercice un peu comme de musculation, qui est l'ARED, qui est un exercice en résistance, qui va servir pour prévenir l'atrophie musculaire. Et on va le voir aussi, les modifications osseuses. Alors le type d'exercice musculaire, Marie-Pierre nous en parlera. Idéal, on y travaille encore pour savoir quel est le meilleur type d'exercice musculaire avec le meilleur, temps et effet. L'os est aussi très concerné par la microgravité. Pareil, il sera plus soumis aux contraintes gravitaires. Il y aura donc une diminution de la densité osseuse essentiellement sur les os porteurs, c'est-à-dire les os des jambes et les os du dos,
avec une modification du remodelage osseux, avec surtout une augmentation de la résorption osseuse, qui va bien sûr augmenter avec la durée du vol. Et là, on a quand même vu un effet bénéfique sur ces modifications osseuses, justement, depuis l'introduction de cet exercice-là en résistance qu'est la RAID pour limiter ces modifications osseuses. Or, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les conséquences de ce remodelage osseux sur les structures mécaniques de l'os. Pour ça, on utilise un petit scanner, là, ça s'appelle PQCT, qui permet de réaliser pratiquement une biopsie virtuelle avec ce petit appareil, et d'ailleurs qui a été mis au point pour les vols spatiaux et qu'on utilise maintenant en pratique clinique. Et la deuxième question, c'est surtout le problème de la réversibilité de ces modifications osseuses après les vols de longue durée. Alors on dit qu'il faut à peu près le temps du vol pour récupérer les modifications osseuses. C'est même pas toujours vrai, il n'y a pas toujours une récupération parfaite. Et on voit, même après vol, apparaître d'autres modifications, éventuellement au niveau d'os non porteurs. Donc c'est quelque chose qui est encore étudié, notamment pour les vols de longue durée, avec toutefois l'effet bénéfique de la RAID. Alors les sorties extravéhiculaires, c'est une phase particulière du vol, très stressante pour les astronautes et qui nécessite une préparation. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour des raisons de mobilité, les scaphandres sont pressurisés à une pression moindre que la pression dans le véhicule spatial. Sinon, ils ne pourraient pas bouger le scaphandre. Donc, du coup, c'est comme un peu les plongeurs. Hein, ils sont obligés, pour éviter une maladie de décompression, vous savez, qui sont dues à l'arrivée des bulles d'azote, et ben, de faire une procédure avant de sortir, qu'on appelle une procédure de dénitrogénation, où ils respirent de l'oxygène pur, avant de sortir en sortie extravéhiculaire, qui reste une phase très stressante du vol, hein, puisque les astronautes, ils sont tout seuls hors de la station, avec une alternance de lumière. C'est une épreuve d'effort, hein, une sortie extravéhiculaire. En fait, c'est pas très confortable parce que le scaphandre n'est pas facile à manipuler, donc on peut avoir des blessures par exemple au niveau des bouts des doigts. Donc c'est quelque chose qui est qui est pas facile pour les astronautes. Pour lutter contre tous ces effets délétères des vols spatiaux, donc je vous l'ai dit un peu déjà, les astronautes font ces contre-mesures. Le principal contre-mesure, c'est l'exercice musculaire, hein, je vous en ai dit, tapis roulant, élastique, à raid. Après, pour lutter contre les modifications cardiovasculaires, ils utilisent aussi le LBNP, ou Lower Body Negative Pressure, qui est en fait un caisson à dépression que l'on met sur la partie inférieure du corps, dans lequel on applique une dépression qui va entraîner une migration liquidienne à peu près identique à ce que l'on a lorsqu'on passe de la position allongée à debout sur Terre. Donc c'est comme si on remémorisait à l'organisme que la gravité. Alors, cette contre-mesure, en fait, elle a toujours été gardée par les Russes. Ils le font surtout avant le retour au sol, en intensifiant le nombre de séances. Et maintenant, ça revient d'actualité pour savoir si ce ne serait pas utile dans la prévention de ces modifications oculaires, dont je vous ai dit que c'était dû essentiellement à la migration liquidienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les astronautes portent un LBNP, une petite dépression dans la journée ? Enfin, c'est des choses qui sont à l'étude. Et puis, juste avant le retour, les astronautes, je vous ai dit qu'il y avait une diminution du volume plasmatique, prennent de l'eau et du sel, juste avant le retour pour éviter que ça s'élimine en vol, pour augmenter le volume plasmatique, et ils portent ce qu'on appelle un pantalon anti-G, hein, ce qui est porté par les pilotes aussi pour limiter la quantité de sang vers les membres inférieurs. Alors, vous voyez ici, ça c'est une figure qui vous montre la cinétique de récupération des différents systèmes physiologiques après le retour au sol. Vous voyez qu'en fait, tout ce qui est mal de débarquement, hypotension orthostatique, en fait, ça récupère assez rapidement.
il faut un peu plus de temps, des semaines, là, pour récupérer le muscle, hein, avec évaluer la capacité d'exercice musculaire par la VO2 max ici. Et puis vous voyez après la cinétique beaucoup plus lente pour la récupération au niveau osseux. Et puis on a parlé des conséquences physiologiques, mais il y a aussi des conséquences psychologiques, hein. Les vols spatiaux sont des situations stressantes avec de nombreux facteurs, j'allais dire, attendus, hein, comme l'isolement, le confinement, la séparation de la famille, la charge de travail, vous avez vu, le sommeil perturbé, fragmenté, raccourci environ 6 heures, les communications qui sont limitées, et puis il peut y avoir aussi des facteurs de stress inattendus, une panne à bord, le décès de quelqu'un dans la famille, voilà, d'autres circonstances qui peuvent majorer ces circonstances. Alors ces petites phrases qu'on dit toujours, hein, c'est toutes les conditions sont nécessaires pour un meurtre si vous mettez 2 hommes dans une cabine mesurant 18 pieds sur 20 et que vous laissez ensemble pour 2 mois. En fait, c'était le capitaine Valéry Rumine, c'était la taille de la station Salyut, c'est ce qu'il a dit à son retour. Alors tout le monde reprend cette phrase. Heureusement, enfin, les problèmes psychologiques pour l'instant, ils ont été décrits simplement au niveau de façon anecdotique. Mais on décrit quand même des phases notamment de dépression, d'ennui, etc., notamment lors des vols de longue durée. Donc, surtout si on imagine des vols interplanétaires, il faut évaluer quelles sont les conséquences sur les performances et le bien-être des astronautes, et aussi sur le bon déroulement de la mission. Or, pour ça, on utilise les moyens de simulation, ce qu'on appelle les analogues, qui sont aussi en fait, des situations de confinement et d'isolement, qui peuvent être soit, j'allais dire, prévues pour simuler un vol spatial, comme la mission Mars 500, où les 6 personnes sont restées enfermées pendant 500 jours pour simuler une mission martienne, ou alors utiliser des données des milieux analogues, comme les bases polaires, où les gens sont aussi isolés et confinés. Heureusement, il y a aussi des aspects positifs, hein, on n'en parle pas assez, des vols spatiaux, et les astronautes ils vivent dans une collaboration internationale pour des objectifs communs, ils ont un travail qui est utile, voilà, donc il ne faut pas non plus ne parler que des effets négatifs. Et puis, le dernier facteur, ce sont les radiations. En fait, il y a 3 types, les astronautes sont soumis à 3 types de radiations, les radiations cosmiques galactiques, les rayonnement solaire, et puis la magnétosphère terrestre, qui est l'orbite, les ceintures de Van Allen qui sont autour de la Terre. Avec différents types de radiations, des ions lourds en particulier, très énergisants, mais aussi, il ne faut pas oublier, les rayonnements secondaires qui proviennent de l'interaction de ces rayonnements avec le vaisseau spatial, et qui peuvent aussi être une seconde source de radiation. Je n'ai pas le temps de vous détailler, mais alors, quand on est dans l'ISS, les astronautes sont en orbite basse. Là, ils sont relativement protégés de ces radiations parce qu'ils sont encore dans la magnétosphère terrestre. Par contre, les problèmes vont surtout se poser lorsqu'on sort de cette magnétosphère terrestre, notamment quand on imagine les vols interplanétaires. Alors, à bord maintenant, les astronautes ont en permanence un dosimètre, hein, qui permet de calculer le taux de radiation. Et il y a aussi une alerte de l'équipage pour aller dans des zones plus blindées, j'allais dire plus sécurisées de la station, si jamais il y a une éruption solaire et un risque accru d'exposition aux radiations. Et pour les vols spatiaux de longue durée, la question qui se pose, c'est aussi le risque d'exposition à des doses cumulées avec un risque potentiel d'augmentation de cancer, de cataracte, de vieillissement prématuré. C'est pour ça qu'il y a des outils qui sont faits justement pour les voyages vers l'espace lointain, pour voir si on ne peut pas améliorer le blindage des vaisseaux spatiaux, s'il n'y a pas aussi des médicaments qui pourraient aider à prévenir les conséquences des radiations. Alors, pour limiter tout ceci, il y a d'abord une étape qui est quand même la sélection des astronautes, qui sont quand même des gens très sélectionnés à la fois sur le plan physiologique et psychologique. Alors vous savez que si vous voulez être astronaute, il y a eu une sélection qui a eu quelque temps
C'est sur dossier, et il faut quand même avoir une aptitude de pilote classe 2. Et puis après, le déroulement de la sélection, ça passe d'abord par un grand nombre de tests, l'analyse du dossier, bien sûr, des qualifications. Il faut être anglais parfaitement, une autre langue, c'est encore mieux, avoir suffisamment d'expérience professionnelle. Et après, il y a toute une batterie de tests psychométriques qui éliminent pas mal de gens. Puis après, des sélections au niveau individuel et de groupe. Et après, pour ceux qui restent, un bilan médical très complet qui a été effectué à la dernière sélection à MEDES ou en Allemagne à la DLR. Vous voyez un petit peu ici quelques listes, la liste des examens qui sont réalisés chez les astronautes. Ben voilà, on les coupe en morceaux en gros pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie sous-jacente. Donc ça passe par une IRM cérébrale, beaucoup d'examens à visée cardiaque. On regarde les dents, on regarde beaucoup l'ophtalmo justement pour le risque de sens, et beaucoup d'examens biologiques également. Moi, je ne vais pas vous lister tous les tests, mais voilà, il y en a beaucoup. Le but, c'est de détecter une maladie ou détecter une maladie asymptomatique, et aussi de ne pas sélectionner des gens éventuellement qui seraient plus susceptibles d'avoir des modifications à cause de l'exposition au vol spatial. Par exemple, on ne va pas choisir un astronaute qui a déjà une masse osseuse un peu basse, trop basse, pour ne pas majorer le risque de diminution de la densité osseuse. Ok, parfait. Donc la dernière sélection, voilà, on était parti de 22 500 candidats pour aboutir à 17 astronautes sélectionnés, 5 astronautes de carrière et 11 astronautes de réserve, dont un astronaute qui avait une petite physical disability, enfin un petit handicap qui était vraiment minime, petite inégalité de longueur de jambe. Voilà. Je pourrais vous détailler si vous voulez. Alors, au cours du vol, après, bien sûr, il y a des examens médicaux réguliers pour s'assurer que les astronautes répondent toujours aux normes médicales requises, qu'il n'y a pas de processus pathologiques qui apparaissent ou des pathologies qui apparaissent liées au vol spatial. Avant le vol, on s'assure aux mesures, on s'assure qu'il n'y ait pas d'infection. Il y en a 2 semaines de quarantaine, puis après le vol aussi, il y a un suivi médical un peu rapproché à cause de tous les risques que je vous ai mentionnés, mal de débarquement, hypotension orthostatique. Il faut un reconditionnement progressif quand même après le retour au vol. Pour les Européens, ils sont 3 semaines à l'EAC avant de repartir. Pendant le vol, les astronautes ont des entretiens réguliers avec le médecin de bord, programmés, ou à la demande si besoin, ou on leur demande aussi s'ils dorment bien, s'ils n'ont pas une charge de travail trop importante. En vol, il y a la surveillance ophtalmo, dont je vous ai parlé, surveillance cardiovasculaire, la dosimètre, surveillance des tests auditifs, et puis après, il y a bien sûr plein d'examens qui sont faits avant et après vol. Vous voyez, donc s'il y a une urgence médicale à bord, il y a de quoi gérer normalement un arrêt cardio-respiratoire en vol. Vous voyez ici un astronaute qui s'entraîne à faire un massage cardiaque et tout nécessaire pour faire du monitoring cardiovasculaire. Et puis, le seul moyen d'imagerie, à part les tests ophtalmo disponibles en vol, ce sont les ultrasons qui permettent de faire de l'imagerie. Les médicaments, ils peuvent être utilisés soit pour des problèmes, généraux, douleurs, troubles de sommeil, etc., ou situation d'urgence, heureusement, ça ne s'est pas trop produit, ou comme contre-mesure éventuellement pharmacologique, avec quand même des questions en suspens, c'est-à-dire est-ce que les médicaments, étant donné toutes ces modifications physiologiques que je vous ai listées, est-ce que les médicaments sont aussi efficaces en vol qu'au sol ? Et puis après, il y a le problème aussi de la conservation des médicaments, notamment si on imagine les vols interplanétaires, la demi-vie, etc., comment il faut les renouveler, qu'est-ce qu'il faut imaginer, qu'on peut imaginer mettre à bord. Ça, je vais passer. Et puis, après, donc Marie-Pierre va vous en parler. Pour préparer ces vols spatiaux, on utilise des moyens de simulation au sol pour simuler la microgravité et ou le confinement, avec en particulier, qu'on teste au sol, la contre-mesure qui est la centrifuge. Ça, je laisse Marie-Pierre en parler. Puis on a aussi les vols paraboliques qui permettent de simuler la microgravité de façon
très courte, hein, c'est 20-25 secondes par parabole. Ça permet surtout de valider des procédures techniques. Vous voyez ici, par exemple, c'était la chirurgie qui a été testée en vol parabolique sur un cochon. Et puis ça permet aussi éventuellement de simuler la gravité sur le profil de vol, la gravité lunaire ou martienne. Donc, excusez-moi, c'est un panorama un peu large et un peu rapide, mais ça vous montre qu'il y a de nombreux facteurs qui sont susceptibles de retentir sur la santé des astronautes, que des contre-mesures sont nécessaires. Maintenant, on s'intéresse aussi, on a vu qu'il y avait une susceptibilité individuelle, notamment pour certains problèmes médicaux. Peut-être qu'il faudra faire une médecine aussi à l'avenir plus personnalisée. Et bien sûr, il y a encore des recherches qui sont nécessaires pour, en particulier, la prise en charge médicale pour les vols lunaires ou pour les vols martiens. Parce que là, on revient vite d'une orbite basse. Par contre, c'est déjà plus compliqué de revenir de la Lune et de Mars. C'est pas possible de revenir. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer que l'équipage est autonome sur le plan médical à bord. Et en sachant aussi que le temps de communication est long, 20 minutes, aller puis retour. Donc ça veut dire que c'est difficile d'avoir une aide pour une urgence directe. Et je crois que c'est la dernière slide. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et on va passer maintenant à Madame Marie-Pierre Bareil, donc pour la deuxième présentation. Donc je disais que vous allez réentendre certaines notions qui ont déjà été dites par Anne, mais parfois il est bon de réentendre certaines choses. Et je m'excuse, je vous prie de m'excuser par avance puisque je vais vous ramener sur Terre. Comme la présentation le dit bien, c'est comment on simule la micro-pesanteur au sol pour préparer les vols spatiaux habités. Alors, l'espace est effectivement, comme l'a dit Anne, un environnement extrême et assez hostile. Tout notre développement se fait contre la gravité. Là, je parle, je dois maintenir ma posture, voilà, et mon système cardiovasculaire va bien travailler, j'espère, pour que je ne fasse pas d'hypotension pendant que je vous parle. Et puis, il y a des forces de réaction au sol. Et quand on est dans l'espace, l'environnement est différent avec quelques caractéristiques qu'on a déjà évoquées. La micropesanteur, l'isolement et le confinement et les radiations. Et la micropesanteur, elle induit une inactivité physique, c'est-à-dire que les astronautes, quand ils sont en vol, ils n'ont pas de problème pour se déplacer. On a tous vu ces images-là d'astronautes qui arrivent en volant dans la Station spatiale internationale. Ils n'ont aucune difficulté pour bouger des choses volumineuses. Et bref, c'est une inactivité physique importante. Des modifications de la perception, voilà, le haut, le bas, une modification neurovestibulaire. Et la micropesanteur induit aussi des modifications liquidiennes avec un transfert des fluides de l'organisme vers la partie haute du corps, thorax et tête, du fait de l'absence, encore une fois, du gradient de gravité. Parce que là, quand je parle, j'ai davantage de sang, par exemple, dans les jambes que dans la partie haute du corps, et redistribution des fluides de l'organisme lorsque ce gradient de gravité est supprimé. Et donc, cette inactivité physique à l'effort, elle se manifeste quand le problème, c'est quand les astronautes vont faire des efforts, c'est-à-dire quand ils vont revenir sur Terre, ou quand on va leur demander de faire des efforts, par exemple pendant les sorties extravéhiculaires. Et donc là, c'est là que les problèmes se posent. Il faut que l'astronaute reste capable de faire des efforts et soit capable d'accomplir sa mission. Et donc, comme l'a indiqué Anne tout à l'heure, au retour sur Terre, on aide les astronautes dans les premières heures. Voilà, l'image un peu caractéristique, c'est une manifestation aiguë du déconditionnement. C'est une astronaute américaine qui était dans une conférence de presse, et la conférence de presse après vol s'est faite debout. Elle s'est effondrée, elle a fait un malaise. Ils l'ont relevée,
là fait un deuxième malaise. Donc c'est voilà, pour illustrer un peu cet effet du déconditionnement au retour du vol. Voilà, et donc on parle d'environnement extrême, mais encore une fois, dans la Station spatiale internationale jusqu'à maintenant, les autres conditions, micropesanteur, confinement, d'accord, mais les autres conditions environnementales, température, pression, elles sont contrôlées. Et l'environnement hostile est vraiment extrême, il sera lors des futures missions d'exploration sur la Lune, éventuellement sur Mars un peu plus tard, avec des missions qui seront très longues, donc jusqu'à 30 mois. Pas de possibilité de communication rapide, donc un isolement extrême, des gens qui seront confinés dans des habitats pendant le trajet et sur un habitat sur la planète éventuellement, donc avec un stress majoré. Une gravité réduite avec voilà, 1/6 pour la Lune de la gravité terrestre, 1/3 pour Mars, les effets des radiations, et puis un environnement sur la Lune, il y a la poussière lunaire qui est de la régolithe, donc là, cette roche est assez abrasive qu'il faudra prendre en compte sur le système respiratoire. Donc là, les effets sont majeurs de cet environnement. Alors, rappel rapide, puisqu'on en a déjà parlé, des principaux effets indésirables du vol spatial, donc des troubles de la perception, donc au niveau de l'oreille interne, on a parlé du système vestibulaire et des otolithes, les modifications ophtalmo, qui est donc le dernier problème qui s'est posé, même s'il doit probablement exister depuis longtemps, les impacts sur la sphère orofaciale, mais c'est monsieur on parlera tout à l'heure, le déconditionnement cardiovasculaire, la micropesanteur, inactivité physique, donc effet majeur sur le muscle des jambes et muscles qui entourent la colonne vertébrale, c'est-à-dire les muscles porteurs, la déminéralisation osseuse sur le squelette, là encore les os porteurs, une diminution de la réponse immunitaire, on vient de l'évoquer, induisant une réactivation des virus latents, et puis le confinement qui induit des troubles sociaux. Donc l'ensemble des systèmes physiologiques sont impactés par l'environnement spatial. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de prévenir tous ces troubles, tous ces effets indésirables. Et dans notre jargon, nous appelons ça des contre-mesures. C'est-à-dire on cherche à développer, on cherche à mettre au point des paramètres qui vont permettre de contrecarrer tous ces effets indésirables. Alors pourquoi est-ce que les contre-mesures sont utiles? Déjà parce qu'il faut maintenir la santé et les performances des astronautes pour qu'on les ramène en bonne santé et pour qu'ils accomplissent leur mission au mieux, que ce soit pendant les sorties extravéhiculaires, mais éventuellement les missions sur une planète qui serait la Lune ou Mars, avec donc des niveaux de gravité partiels. Et donc ces contre-mesures, elles doivent agir théoriquement sur l'ensemble de ces systèmes physiologiques qui sont perturbés par l'environnement spatial. Et à l'heure actuelle, comme l'a mentionné Anne, la principale contre-mesure qu'ils font à bord, c'est l'exercice physique. Alors aérobie avec du vélo. Vous voyez Thomas Pesquet qui fait un exercice sur cyclo-ergomètre, du tapis roulant et puis de l'arête, c'est-à-dire c'est une espèce d'appareil pour faire de la musculation. Et donc ils font en gros 2 heures de muscu par jour. Et donc ça c'est l'exercice physique. Mais encore une fois, ça permet de maintenir les astronautes avec une condition physique suffisante pour des vols de 6 mois dans la Station spatiale internationale, mais ne sont pas forcément efficaces sur l'ensemble des systèmes physiologiques. Et il faut préparer l'avenir. Et on sait que pour des vols de plus longue durée, les contre-mesures actuelles seront insuffisantes. Ne paniquez pas. Voilà l'ensemble un petit schéma très clair pour montrer que les systèmes physiologiques sont tous impactés, mais qu'aussi il y a des imbrications entre ces différents systèmes physiologiques qui ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres, évidemment. Et donc, il y a beaucoup d'interférences et les mécanismes sont relativement complexes. À partir donc de des 3 caractéristiques principales de l'environnement spatial, c'est-à-dire diminution de la pression hydrostatique,
diminution de la charge, du mouvement, de l'activité motrice, et puis le confinement. Donc ça induit tous ces mécanismes et toutes ces choses qu'il faut étudier pour essayer de mieux les prévenir ou de les limiter. Et donc vous allez me dire, mais on a des gens qui sont en vol depuis des années, est-ce que ce n'est pas suffisant ? En fait, il y a des études qui sont faites, des études cliniques, des protocoles cliniques qui sont faits en vol, mais le nombre des équipages, le nombre d'astronautes ou de cosmonautes sont limités par mission. Donc avant d'avoir un nombre suffisant de volontaires qui font les tests, il faut plusieurs missions. Ils n'ont pas forcément le même emploi du temps à chaque mission. Les conditions environnementales ne sont pas forcément très contrôlées, notamment ce qu'ils mangent, leur activité physique, etc. Et donc c'est compliqué de mener des protocoles en vol, c'est long, c'est coûteux évidemment, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et puis il manque un peu de ressources, à la fois d'appareillage pour faire les tests qu'on souhaiterait faire pour investiguer finement tous les mécanismes et toutes les modifications qui sont induites par l'environnement spatial. Il est hors de question qu'il y ait une IRM à bord, à ne la détailler. Pour le moment, c'est l'échographie qui est l'imagerie disponible à bord. Et puis non plus, il n'y a pas les personnes compétentes pour faire ces investigations. Les échographies sont faites par les astronautes eux-mêmes. On peut téléopérer quand on est dans la Station spatiale internationale depuis le sol, mais il est hors de question de le faire pour des vols plus longs. Donc voilà, manque de personnel aussi compétent pour faire ce type d'investigation. Et donc on mène des études au sol pour mener des études bien conduites, avec une méthodologie la meilleure possible, avec une population des effectifs suffisants, en contrôlant le maximum de choses, et avec la disponibilité des appareils et de toute la technique dont on dispose au sol. Et donc on mène des études de physiologie intégrée au sol, qui permettent d'étudier l'ensemble des systèmes physiologiques. Et ces études ont aussi un intérêt parce que, comme on l'a vu, il y a des liens entre les effets que produit l'environnement spatial sur le corps humain et ce qu'on subit sur Terre quand on est extrêmement sédentaire, par exemple, ou quand on vieillit. Et donc, les modèles on utilise au sol des modèles analogues, des milieux analogues. On a parlé des vols paraboliques. Donc, le vol parabolique, c'est une société qui s'appelle Novespace, qui opère un avion qui fait des paraboles et qui décolle de Bordeaux. Donc des paraboles qui font une vingtaine de secondes, on l'a dit, et dans lesquelles on peut tester des équipements, mais faire aussi quelques protocoles cliniques sur le cardiovasculaire ou sur le mouvement, limités évidemment parce que les périodes de microgravité ne sont que de 20 secondes. La station Concordia, qui est une station en Antarctique franco-italienne, ou des stations comme Mars 500, où on fait des études de confinement long. Les Russes ont fait des études d'un peu plus de 500 jours il y a quelques années. Et puis, ici à Toulouse, on mène des études utilisant des modèles, et les deux modèles dont je vais vous parler sont les modèles de bed rest. Notre jargon, ça veut dire qu'on laisse des gens coucher pendant des durées qui vont de 5 jours à 60 jours maintenant. Et puis le modèle d'immersion sèche que vous voyez à droite. Donc c'est un modèle encore un peu plus exotique. Vous voyez des gens dans des baignoires. Alors on mène ces études où ? Donc je vous ai dit que je vous ramenais sur Terre et qu'on n'allait effectivement pas très haut. On mène ces études à la clinique spatiale qui est située à Rangueil. Donc la colline de Rangueil, c'est 230 mètres, donc on n'est vraiment pas très haut. Et donc c'est une structure de recherche clinique qui est au sein des hôpitaux de Toulouse, qui est un centre agréé par les autorités de santé, qui fait donc un peu plus de 1500 mètres carrés, et qui est agréé pour faire des études cliniques. Voilà. Et donc notre cœur de métier, c'est de faire des études de simulation en utilisant les modèles dont je vais vous parler, pour simuler au sol la micropesanteur, modèle de bed rest, modèle d'immersion sèche, et on a aussi les autorisations pour faire d'autres types de recherches cliniques sur des patients, ou pour d'évaluation d'appareils médicaux, etc.
Et donc, un mot sur la structure qui gère cette clinique. Elle s'appelle MEDES. MEDES, c'est un mot qui est construit avec deux parties de mots, ça veut dire médecine et espace. Et le IMPS, ça veut dire Institut de médecine et physiologie spatiale. Donc c'est un organisme qui est entre l'espace et la santé et qui a été créé en 89 pour développer, créer, maintenir une compétence en médecine spatiale en France et puis faciliter le passage des innovations spatiales à la santé. Et voilà, c'est une structure un peu transverse entre le spatial et la santé. Et donc il y a plusieurs équipes qui travaillent dans des domaines différents. Donc il y a une partie de nos équipes qui sont à Cologne, au Centre européen des astronautes, l'EAC, donc, dont on a parlé. Donc des médecins qui suivent les astronautes et des ingénieurs qui travaillent également sur la préparation des vols. Une équipe qui travaille sur les innovations spatiales et dans le domaine de la santé. C'est des équipes d'informatique, par exemple, qui travaillent sur le programme ICOP, qui sont impliquées sur ICOP. Et puis, il y a la recherche clinique. Donc, l'équipe qui est sur le site de Rangueil et donc qui travaille à la clinique spatiale et qui mène ces recherches cliniques et qui est là aussi une équipe pluridisciplinaire. On a des médecins, on a des pharmaciens, nutritionnistes, infirmières et donc qui mènent ces recherches cliniques. Et donc cette clinique spatiale, elle est équipée d'un certain nombre de matériels qui sont plus ou moins spécifiques. Nous avons des baignoires d'immersion sèche dont on parlera tout à l'heure. La centrifugeuse donc humaine à bras courts, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, puis des équipements comme un ostéodensitomètre, des appareils pour faire des tests de tolérance à l'orthostatisme, des tests de tilt. On a une petite cuisine parce qu'on contrôle l'alimentation de nos volontaires, des appareils pour faire de la calorimétrie indirecte. Et là, vous avez l'image de l'extrême CT, c'est-à-dire un scanner périphérique qui permet de faire des images en 3 dimensions de l'os et d'évaluer l'architecture osseuse ainsi qu'un certain nombre d'éléments mécaniques de l'os qui permet d'évaluer mieux la qualité osseuse que le DEXA qui est au-dessus, qui est une mesure de surface. Et donc, les deux modèles qu'on utilise sont le modèle de bed rest, modèle d'alitement à moins 6 degrés, c'est-à-dire qu'on penche le lit à moins 6 degrés, les volontaires ayant la tête un peu plus basse que les pieds. Et le deuxième modèle, c'est l'immersion sèche. Vous voyez à droite 2 volontaires et 2 baignoires qui sont dans les locaux de la clinique spatiale et dont je vais détailler un peu la façon dont ces modèles sont mis en œuvre et la façon dont on mène ces études. Alors, encore une fois, modèle de bed rest, on met le lit des volontaires à moins 6 degrés par rapport à l'horizontale. Et donc, le fait de pencher le lit induit mécaniquement une migration des fluides vers le haut du thorax et la tête. Et donc, le même type de réaction qu'Anne a décrit se met en place, c'est-à-dire dans les 24 premières heures, on a une augmentation de la diurèse. Donc la diurèse augmente de 800 ml ou 1 litre. Et quand on relève les volontaires, ils sont en hypovolémie. Et puis le fait de les laisser coucher, eh bien, c'est une inactivité physique certaine. Donc on a effectivement le même type de manifestation sur les muscles, le squelette. Bref, une inactivité physique importante quand on reste couché pendant des durées qui vont jusqu'à 2 mois. Alors sur le confinement, les volontaires sont hospitalisés à la clinique spatiale. Alors ce n'est pas un confinement strict parce qu'un certain nombre d'examens sont faits à l'extérieur et ils vont au CHU pour faire des IRM ou un certain nombre de tests. Et puis il y a quand même un renforcement de l'équipe clinique et donc il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, des médecins qui sont aussi avec eux pour s'occuper d'eux tout au long de cette étude. Donc le confinement est un peu moins marqué. Là, vous avez quelques images concrètes de tests que l'on fait pendant ces études. Alors, c'est des tests de tolérance à l'orthostatisme, en haut à gauche.
des tests ophtalmo, ça c'est des tests de cible qui sont réalisés par des équipes scientifiques, voilà, une expérience de calorimétrie indirecte, et vous avez la façon dont les volontaires mangent sur le côté du lit, où voilà, la consigne c'est qu'ils ne peuvent pas lever les deux épaules en même temps, il faut toujours qu'ils aient une épaule sur le matelas. Le modèle d'immersion sèche, c'est un modèle qui est encore un peu plus exotique, je dirais. Donc c'est le fait de mettre des gens dans des baignoires qui sont remplis d'eau. L'eau, elle est à 33-34 degrés et ils sont isolés de l'eau par une grande bâche que vous voyez ici, là, une grande bâche bleue. Et donc ils sont couchés sur cette bâche et on leur demande d'enfoncer un peu les fesses dans l'eau et on replie la bâche sur eux de sorte qu'ils aient de l'eau dessous et dans les plis de la bâche et ils flottent dans cet état. Alors ce modèle, les caractéristiques principales, c'est qu'il n'y a pas de support puisqu'il flotte, donc une décharge complète, décharge musculaire sur le squelette, compression hydrostatique par l'eau qui les entoure et donc une centralisation des fluides. Donc le mécanisme est différent de celui du bed rest concernant la migration des fluides, mais le résultat est le même. Et puis une inactivité physique renforcée, puisqu'ils bougent encore moins que sur un lit, puisqu'ils sont enfermés dans la bâche. Donc le corps est une sorte d'état d'impesanteur. Pour vous faire toucher un peu mieux du doigt ce qu'est l'immersion sèche, j'ai une petite vidéo. Alors là, il y a du suspense. Vous rentrez dans la pièce où sont les deux baignoires, sont installées les deux baignoires. Vous voyez la volontaire qui est une femme. Donc elle est couchée sur une plateforme qui est actionnée électriquement et qui permet de descendre dans le bain. Vous voyez qu'elle est entourée par la bâche, elle est couchée dans la bâche et on a replié la bâche. Des sables mouvants. Et puis donc on lui demande de contracter un peu ses abdominaux pour baisser ses fesses et donc l'eau remplit les plis de la bâche. Donc elle reste là c'était une étude de 5 jours. Alors un certain nombre de mesures peuvent être faites dans le bain, calorimétrie indirecte, vous avez vu les photographies de la gaine lunaire optique. Voilà, elles mangent dans le bain, elles dorment dans cette position-là, effectivement. Et pour leur loisir, elles peuvent lire, téléphone, ordinateur portable. Et donc quand on les sort de la baignoire, on les amène à la douche, aux toilettes par exemple, on les met sur un lit à moins 6 degrés. Donc c'est un modèle mixte entre le modèle d'alitement à moins 6 degrés et le modèle d'immersion sèche. Et donc là, vous avez effectivement de nouveau quelques photos d'investigation et de tests qu'on fait pendant qu'ils ou qu'elles sont dans les baignoires. Donc encore une fois, on peut faire des échos pendant que les volontaires sont dans la baignoire ou de la calorimétrie indirecte, mais on est obligé de les sortir pour un certain nombre d'autres tests, du type quand on les amène à l'IRM, évidemment, on les met sur un lit et on les transporte à l'extérieur. Alors la différence entre ces études, c'est que les études d'alitement, on peut aller jusqu'à 60 jours d'alitement. Jusque-là, on est allé que jusqu'à 10 jours d'immersion sèche. Donc on hospitalise les gens et on les garde avant de les mettre soit dans un lit, soit dans une baignoire pour faire tous les tests de base. C'est ce qu'on appelle la période BDC dans notre jargon. Ensuite, on les met dans un lit pendant des périodes qui peuvent aller jusqu'à 60 jours ou dans des baignoires. Encore une fois, nous sommes allés uniquement jusqu'à 10 jours jusque-là. Et ensuite, on les sort soit du lit, soit de la baignoire et on les garde encore une fois pour la période de récupération qui peut aller jusqu'à 14 jours pour les bed rest ou 4-5 jours pour les immersions sèches. La différence principale, c'est que l'immersion sèche est un modèle sans support, alors que le lit, il y a les forces de réaction du lit et qu'encore une fois, on ne flotte pas complètement. Et donc, c'est un modèle d'immersion sèche qui a des effets rapides et très intenses sur la physiologie. En revanche, on ne peut pas laisser des gens dans les baignoires pendant des périodes trop longues. Et donc, sur tout ce qui est effet sur le squelette, pour étudier toute la déminéralisation osseuse, il faut des périodes plus longues. Et donc, l'immersion sèche ne remplace pas
le bed rest. Ce sont deux modèles complémentaires et l'immersion sèche permet quand même d'étudier des choses sur des courtes durées. Et par exemple, on peut tester des contre-mesures ou pré-tester des contre-mesures pour voir si elles fonctionnent et si elles sont efficaces sur un certain nombre de systèmes physiologiques avant de les étudier peut-être sur des modèles de bed rest. Et donc sur les contre-mesures qu'on étudie, encore une fois, je vais vous donner quelques exemples concrets. On peut tester de l'exercice physique, de la gravité artificielle avec la centrifugeuse, des médicaments, des suppléments nutritionnels. Enfin, nous avons été amenés à tester un certain nombre de contre-mesures différentes, puisque, encore une fois, il faut prévenir des effets sur différents systèmes physiologiques et la contre-mesure idéale et unique n'existe pas. On pense qu'on s'oriente vers des associations de contre-mesures qui pourraient être données aux astronautes en vol. Donc, encore une fois, le design d'un bed rest long est le suivant. Donc, bed rest long, c'est 60 jours. Donc, ce sont des études qui sont les plus ambitieuses que nous menons, en tout cas. Donc, on garde les volontaires hospitalisés 14 jours avant de les mettre dans un lit. Donc, dans notre jargon, on a un compte à rebours du 14e jour au jour -1. Le jour suivant, on les alite à -6 degrés, du jour 1 au jour 60. Et ensuite, on les relève à R0 et on les garde de R0 à R+13 et puis on les suit. Il y a 3 visites de suivi en général, tout ça est standardisé. Donc R+30, c'est 30 jours après le lever, 1 an après le lever et 2 ans après le lever. Et donc les contre-mesures que nous avons été amenés à tester, pour la dernière étude que nous avons menée, c'est un exercice sur vélo en position couchée. Là, vous avez un volontaire qui fait du vélo en position couchée et l'autre groupe de volontaires faisait du vélo couché mais en tournant sur une centrifugeuse. Et l'exercice sur vélo, comme le protocole de centrifugation, était personnalisé, c'est-à-dire c'était adapté à chaque individu en fonction des performances qu'ils avaient fait avant de les mettre en situation d'alitement. On a testé sur l'étude en 2015, une étude d'alitement long, un cocktail mélangeant des oméga 3 et voilà, sur une étude qui a duré également 60 jours. Au milieu des années 2000, nous avions testé un tapis roulant qui était dans un énorme LBNP. On a parlé du LBNP, c'est un caisson qui permet de faire une dépression. Et donc le tapis était vertical et donc les volontaires couraient en position couchée, mais sur ce tapis vertical, il était collé sur le tapis grâce à la dépression faite dans le LBNP. Et là, c'est un exercice en résistance de type yo-yo, c'est-à-dire les volontaires poussent et résistent contre leur propre force. C'est un exercice qui était associé à celui de la course sur tapis dans le LBNP. Donc vous voyez, on est amené à tester des contre-mesures, beaucoup d'exercices physiques, mais aussi pas que de l'exercice physique. Voilà. Alors en pratique, quelle est la vie quotidienne des volontaires pendant ces études ? Nous les hospitalisions, ils sont 2 par chambre. Vous voyez 2 volontaires là dans une chambre de la clinique spatiale. Ils ont des conditions normales d'éclairage. Les jours-nuits, c'est de 7h du matin à 23h. Alors, sauf quand ils ont des examens qui ont lieu le soir tard, notamment les IRM, parce que nous n'avons accès à l'IRM qu'après le fonctionnement du service de radiologie, donc en nocturne. Le matin, on les réveille, puis on a des procédures classiques de pesée, enregistrement des signes vitaux, etc. On fait la même chose le soir. En période avant de les aliter ou avant de les mettre dans les baignoires, on leur interdit de faire la sieste et il ne faut pas qu'ils se couchent dans les lits pour ne pas les déconditionner. Parce qu'on sait que cette période pré-intervention, le seul fait d'être hospitalisé, eh bien, toutes les activités quotidiennes pour lesquelles on fait de l'exercice, ça déconditionne déjà les volontaires. Donc on leur propose également des programmes d'exercice physique adaptés à ce qu'ils faisaient chez eux, parce que préalablement on leur a mis des actimètres quand ils sont chez eux et on leur propose des exercices physiques de type vélo et course sur tapis roulant pour essayer de les maintenir en condition de vie libre. Et puis pendant qu'ils sont soit immergés, soit couchés, il faut qu'ils restent couchés sans arrêt et qu'ils soient dans la baignoire sans arrêt. Et quand ils ne sont pas dans la baignoire pour des courtes périodes, on les met sur des lits pour qu'ils soient couchés.
La nutrition est un élément très important. Elle est adaptée à chaque volontaire. Donc on fait des mesures de métabolisme de base pour adapter la nourriture qu'on leur donne. Donc chacun mange différemment, hein, enfin, en tout cas en quantité. Et puis les volontaires rentrent 2 par 2 avec le même emploi du temps à un jour de décalage et ils mangent la même chose au même jour expérimental. Donc logistiquement et opérationnellement, c'est un gros travail d'organiser cette nutrition de façon à ce qu'ils mangent la même chose au même jour expérimental. Donc c'est des études qui sont vraiment très contrôlées. Évidemment, on recueille les urines de 24 heures, les selles, et ils n'ont pas droit à des visites de l'extérieur. On vous a montré l'emploi du temps d'un astronaute. Je ne suis pas en reste, je vous montre le planning de nos volontaires. Donc vous avez du volontaire A au volontaire M, parce qu'on leur donne des lettres pour les identifier. Je vous rassure, on les appelle par leur prénom quand ils sont hospitalisés chez nous. Vous voyez que leur emploi du temps est extrêmement précis et minuté. On va jusqu'à programmer maintenant les douches également, de façon à caler l'utilisation des salles de bain. Alors, les effets sur la psychologie de ce type-là d'études, notamment les études longues, c'est une perte de contrôle. Ils sont dépendants de l'équipe qui s'occupe d'eux. Hein. Ils n'ont pas de liberté, en tout cas elle est limitée sur leurs activités. L'emploi du temps est complètement imposé. Hein. Ils vivent aussi sur le regard d'une équipe clinique qui s'occupe d'eux. Il y a aussi des caméras pour surveiller qu'ils ne se lèvent pas. Donc vraiment, c'est une adaptation que le volontaire doit faire quand il est hospitalisé à la clinique spatiale. La nourriture, c'est pareil, elle est imposée. Encore une fois, elle varie, mais sur une période de 10 jours, puis les menus reviennent. Donc il est évidemment hors de question de commander une pizza ou quoi que ce soit d'autre. Ils perdent évidemment leur rôle social, c'est-à-dire on s'occupe de tout pour eux. Voilà, et donc retour à la maison, certains l'appréhendent, donc il faut qu'ils l'anticipent en tout cas. Ils n'ont pas le choix du groupe dans lequel ils vont être, puisque on teste des contre-mesures, donc certains sont dans le groupe contre-mesures et font de l'exercice physique ou prennent encore une fois des médicaments ou des produits pour essayer de prévenir les effets de l'alitement ou de l'immersion. Et d'autres sont dans le groupe contrôle et n'ont pas d'activité, donc ils savent qu'ils n'auront pas le choix, ils seront tirés au sort la plupart du temps. Hospitalisation et confinement, évidemment pas de visite, hein, ça impliquerait des disparités en fonction du lieu géographique de vie du volontaire. Si le volontaire est un Toulousain, il aurait plus de visites qu'un volontaire qui habite Paris, Strasbourg. Et en plus, il y a quand même des questionnaires de psychologie. Donc ça créerait des biais également dans les résultats des tests. Et donc leur vie est une répétition de tests pendant toute l'hospitalisation. Et l'indemnisation, évidemment, elle est plus élevée que pour des études longues comme celle de 60 jours. Ça fait 3 mois d'hospitalisation en tout, hein, avec les 14 jours avant et les 14 jours après. Donc on dépasse l'indemnité maximale et donc on les paye sur plusieurs années. En physiologie, on recrée les mêmes phénomènes que le déconditionnement du vol spatial, induit par le vol spatial, donc déconditionnement sur lequel je ne reviens pas. Certains tests induisent de la douleur ou du stress. On fait des biopsies musculaires, on fait des biopsies du tissu adipeux, donc c'est des contraintes importantes pour les volontaires. On fait des preuves de tilt et de LBNP, qui sont un test qui permet de mesurer la tolérance à la position debout des volontaires. Et donc quand ils se lèvent, ils ont des difficultés à marcher, ils ont des raideurs et des douleurs aussi. Le seul fait de se remettre en charge, évidemment. Donc c'est vraiment des contraintes qui sont relativement lourdes pour les volontaires. Juste pour vous montrer les résultats, quelques résultats qu'on a obtenus sur l'étude de 5 jours d'immersion sèche chez les femmes en 2021. Donc juste pour vous montrer quelques résultats, donc ce schéma résume les modifications sur l'ensemble des systèmes physiologiques qui ont été testés. C'est une différence entre le après et avant intervention en pourcentage. Et donc Anne parlait des modifications osseuses. Le CTX, c'est un marqueur de la dégradation de l'os.
Et donc, vous voyez une augmentation de ce paramètre de plus 16%. Le P1NP, c'est un marqueur de production du collagène, donc la production de l'os, il a diminué de 17% et quelques. On parlait des métabolismes, donc l'indice cet indice-là, OMA-IR, c'est un indice de résistance à l'insuline. Vous voyez que les modifications métaboliques vont vers la résistance du rôle de l'insuline à la régulation de la glycémie, de plus 48%. Le Matsuda, c'est un autre, c'est la sensibilité de l'organisme à l'insuline, justement, et il est diminué de moins 41%. La tolérance à l'orthostatisme, elle a diminué de 41%. Diminution du plasma volume, du volume du mollet de 6%, etc. Je vous laisse regarder. Tout ça en 5 jours d'immersion sèche. Donc c'était juste pour vous montrer la rapidité. Ce qui est très frappant dans ce modèle, c'est la rapidité des modifications et leur intensité. Et donc la façon dont nous avons d'anticiper les contraintes pour tous ces volontaires, c'est de bien les sélectionner, tout comme pour les astronautes. Donc une sélection, en tout cas pour les études très longues, c'est sélection psychologique et sélection médicale avec une batterie de tests qui est assez importante également. Une expérience de MEDES dans la façon de mener ces études qui est maintenant bien reconnue, y compris sur le plan international. Un suivi psychologique aussi. Pour les études longues, on a une psychologue qui est spécialisée dans ce type d'études qui nous aide et qui suit les volontaires tout au long de l'étude et qui nous aide à les sélectionner. Et puis voilà, c'est l'organisation d'événements un peu festifs. On essaye quand même d'améliorer l'ordinaire. On les réunit pour regarder les matchs de rugby, par exemple. Ça, c'était en 2023-24. Voilà, on essaye de fêter les anniversaires et puis on implique aussi beaucoup les équipes scientifiques qui sont nombreuses à venir faire leurs tests au cours de ces études et donc d'avoir vraiment des relations, d'expliquer beaucoup aux volontaires l'objectif de leur test et vraiment d'interagir beaucoup avec eux et en général ça marche très bien. Là vous avez toute l'équipe de filles qui a participé à la campagne. Voilà, donc en général ça se passe très bien. Voilà pour l'immersion sèche, qui est un peu plus récente, avec les petits mots là qu'on nous laisse sur les frigos, chaque recueil de Durez, avec des commentaires sur les petites étiquettes. Voilà, et l'idée ces études elles sont utiles évidemment dans le domaine spatial pour étudier les phénomènes physiologiques, mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent tous les effets qu'induit l'environnement spatial. Elles sont utiles également pour tester, encore une fois, les contre-mesures pour prévenir tous ces effets, mais elles sont aussi utiles pour nous qui ne décollerons sans doute jamais, parce qu'il y a évidemment beaucoup de liens entre les effets induits par la micropesanteur, et notamment sur l'inactivité physique, sur les effets de la sédentarité au sol, et puis sur l'immobilisation pour les gens qui sont à l'hôpital, et évidemment pour étudier les effets du vieillissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore pour cette présentation. On va reprendre donc avec notre dernier intervenant, Florent Destruau, qui va nous parler d'une question spécifique donc, pour la prise en charge de la santé de l'astronaute et notamment des problèmes bucco-dentaires. Donc Florent, quand tu veux, pour 30 minutes. Merci. Merci beaucoup Gauthier. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de prolonger cet après-midi de communication sur la médecine spatiale en vous parlant d'un domaine un peu plus spécifique, la médecine bucco-dentaire spatiale. Mais ce sujet spécifique va nous permettre d'ouvrir tout un tas de domaines qui éclairent la médecine et nous parlerons de perspectives en lien notamment avec les nouvelles technologies qui ne peuvent qu'être très très proches de toutes les considérations dont on a parlé aujourd'hui autour de la conquête spatiale et de la recherche spatiale à venir. Alors avant de démarrer mon propos, je tiens à remercier toute l'équipe d'organisation pour cette journée et merci pour cette invitation. Alors pourquoi parler de médecine spatiale lorsqu'on est universitaire ? Sachez qu'à Toulouse, au sein de l'université de Toulouse, Université
Paul Sabatier, nous avons tout un tas de cursus liés à la formation dans le domaine spatial, l'accréditation avec Anne, mais également l'Université de Toulouse est impliquée au sein du campus universel européen Universé, qui est une alliance interdisciplinaire entre différentes universités et facultés de toute l'Europe. Et on est très heureux aujourd'hui d'avoir des étudiants avec des doubles cursus, des triples cursus, qui, à côté de leur formation initiale en santé, que ce soit pharmacie, odontologie, médecine ou autre, puissent bénéficier de formations complémentaires dans le domaine spécifique du spatial. Alors, pour mener à bien cette dernière communication de l'après-midi, on va revenir sur l'histoire de l'exploration spatiale puisqu'elle est associée à l'histoire de la médecine spatiale. Donc Anne parlait d'un voyage dans l'espace. Ensuite, notre deuxième intervenant nous a parlé d'un voyage sur Terre. Ça va être d'abord un voyage dans le temps nous concernant. De cette histoire-là, nous allons parler plus spécifiquement de considérations physiologiques, voire physiopathologiques, en lien avec la sphère orofaciale, et nous verrons l'impact de l'environnement particulier de l'espace sur la tête et le cou. Ensuite, on parlera d'aspects, on va dire, de vie au sein de la station spatiale orbitale, et on reviendra sur des considérations plus spécifiques en complément des éléments apportés par Anne, au niveau notamment de l'hygiène, hygiène bucco-dentaire, de l'alimentation, et puis des protocoles d'intervention. On en a un peu parlé tout à l'heure au niveau des questions. On verra quelles interventions on peut faire au niveau de la sphère orofaciale, et ça illustrera notamment un certain nombre de problèmes éthiques et de réflexions à envisager, notamment lorsque on envisagera des vols interplanétaires. Et puis pour terminer, les perspectives avec ces vols interplanétaires, et qui pose la question de la télémédecine, de l'intelligence artificielle, de la CFAO, car il y a déjà beaucoup d'études en lien avec l'odontologie autour de la CFAO et du milieu spatial, et puis le champ bien sûr des technologies NBIC ou technologies convergentes qui annoncent un modèle révolutionnaire, bien ou pas, on le verra, on est entre personnes qui pratiquent l'éthique, en tout cas qui s'intéresse à l'éthique. Mais en tout cas, cette question du spatial va ouvrir tout un tas de questionnements sur l'usage de ces nouvelles technologies. Alors, l'exploration spatiale, elle a commencé peu après la Deuxième Guerre mondiale, bénéficiant de certaines innovations qui ont pu être imaginées à travers les différents blocs au niveau du monde. Donc il y a quand même une fin politique, idéologique, technologique qui sous-tend cette conquête spatiale. Après, il n'a pas attendre la moitié du XXe siècle pour s'intéresser à l'espace. L'humain a toujours regardé le ciel, la voûte étoilée a modifié, a changé les différentes cultures humaines, et on peut se référer à ce vieil adage qui date de la table d'émeraude: tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Mais revenons sur Terre. Et dans l'histoire de la conquête spatiale, il y a eu plusieurs étapes. Premier chien dans l'espace, Laika, chien russe, puis Yuri Gagarin, dont le retour sur Terre a été très particulier. On ne peut pas parler de démence, mais c'est une vie un peu extraordinaire qu'il a vécue une fois qu'il est rentré sur Terre. Et je vous invite à lire sa biographie. Neil Armstrong, bien entendu, avec les vols Apollo 11. Et puis là, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait des limites. Le milieu spatial est un milieu hostile. Et l'homme, l'humain, l'être humain, va être confronté à sa matérialité, à ses limites physiologiques. Et là, on a arrêté d'envoyer des humains dans l'espace et on a développé des satellites et des robots. Et ces robots ont d'ailleurs exploré, avec Voyager 1, Voyager 2, les confins de notre système solaire. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on va envoyer des robots? C'est une vision dans le transhumanisme. Ou est-ce qu'on va, pour les vols interplanétaires, envisager des humains augmentés? Et là, on est aussi dans le transhumanisme. Donc post-humanisme, transhumanisme, ce sont deux éléments à prendre en compte dès lors qu'on imagine la conquête interplanétaire. Alors, cette histoire autour de l'exploration spatiale,
elle sous-tend bien entendu une évolution des pratiques médicales en lien avec le spatial. Le terme de médecine spatiale a été proposé en 1948 avec le médecin controversé Hubertus Krögold, qui est à la base des missions initiales des protocoles de recherche au sein de la NASA, controversé de par son histoire et son vécu probable au sein et son implication au sein de l'Allemagne nazie. Ensuite, il y a eu toute une évolution sur le plan des sciences médicales, mais sur le plan des sciences odontologiques, il a fallu attendre finalement 1978, assez tardivement, pour qu'on s'intéresse à la question de l'odontologie et des maux de dents, avec l'épreuve et l'expérience douloureuse de Yuri Romanenko, qui a eu une rage de dents en situation spatiale. Et cette rage de dents, bien qu'elle ne compromettait pas son pronostic vital, elle compromettait le pronostic de la mission elle-même, avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur le plan financier notamment. Et c'est à partir de ce moment-là que les différentes agences russes, américaines, européennes ont essayé de développer des procédures odontologiques qui sont maintenant inclus dans les manuels d'urgence médicale tels qu'on peut les avoir, tels que les astronautes peuvent les avoir au sein de la Station spatiale internationale. Le terme de dentisterie aéronautique est proposé par l'équipe indienne du docteur Balwant Ray, et depuis, il y a une recherche qui est relativement abondante au niveau de la tête et du cou, au niveau de la cavité buccale et du massif facial, ce qui sera le propos de cette seconde partie sur l'impact de l'environnement spatial et la sphère orospatiale. Alors, Anne vous l'a dit tout à l'heure, il y a tout un tas de complications, de modifications physiologiques liées à ce milieu spatial très particulier. On va avoir une atrophie musculaire, on va avoir une répercussion au niveau osseux avec des résorptions, on va avoir la redistribution des fluides, le moon phase syndrome, qui va être aussi associé à des complications oculaires. Et puis on va également étudier le microbiote au niveau oral, on va étudier l'impact également au niveau des prédispositions à développer plus de caries ou de maladies parodontales dans l'espace. Et puis il y a aussi la question des virus qui vont se réactiver, on en a parlé tout à l'heure, et qui peut provoquer vraiment un gros problème si on va allonger les missions. Donc là, c'est quelques mois au sein de la station, mais ça va être un vrai problème, ces virus latents, pour les missions interplanétaires. Alors sur le plan osseux, l'ostéopénie globale qu'on va constater, on va également la constater au niveau du massif facial, avec une ostéoporose des maxillaires, une résorption osseuse, une diminution du contenu minéral osseux. C'est un problème en soi, puisqu'au retour sur Terre, il va y avoir donc un risque de fracture potentielle au niveau maxillo-mandibulaire si on a cette fragilité osseuse. Donc il va falloir tenir compte aussi de la durée de ces missions sur son impact au niveau du squelette et au niveau osseux plus généralement. Il y a une étude, c'est assez intéressant de l'évoquer, une étude qui concerne d'ailleurs l'équipe avec de Claudie Héneret sur les implants. Et visiblement, il n'y a pas d'incidence particulière du milieu spatial sur la stabilité implantaire. Il n'y a pas de résorption osseuse qui a été étudiée. Ça reste sur un cas clinique, mais assez peu commun pour au moins l'évoquer lors de cette communication. Au niveau musculaire, on a parlé d'atrophie musculaire. Ça va toucher plutôt les muscles locomoteurs, les muscles de posture. On va constater que les muscles en fonction, tels que les muscles élévateurs, les masséters, ne vont pas s'atrophier, peut s'atrophier du fait de la conservation de la fonction musculaire. Donc on va avoir là une différence entre les différents muscles possibles. Et donc il y a des études qui ont confirmé qu'il n'y avait pas de modification de l'efficience, ou en tout cas très peu de modification au niveau des masséters, qui sont les muscles principaux impliqués dans la mastication. Alors par contre, il y a énormément d'études qui vont concerner le bruxisme, en lien justement avec tout ce qui est aéronautique, et également au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Donc on va constater sur des pilotes
notamment pilotes militaires, et puis chez les astronautes, des troubles de l'articulation temporomandibulaire avec des signes de résorption, de pathologie dégénérative, de vieillissement accéléré. Également le bruxisme, qui est cette pathologie dans laquelle les individus vont être amenés à serrer les dents. Ce serrement des dents va être l'occasion de déclencher des algies orofaciales. Également va contribuer à de potentielles dysfonctions articulaires. Alors ce bruxisme, de quoi résulte-t-il? Souvent ce sont des modifications environnementales, des considérations aussi cognitives. On peut se demander si le stress, l'environnement si particulier, changeant, ne contribue pas à ce que les astronautes bruxent. Alors est-ce que c'est lié notamment à l'excès de cortisol plasmatique? C'est une question que l'on retrouve dans la littérature scientifique. Alors plus spécifiquement au niveau des dents. Alors au niveau des dents, on va avoir différents mécanismes potentiels chez l'astronaute. On peut avoir des douleurs liées à des variations de pression. On va parler plus globalement de barodontalgie ou encore de barotraumatisme dentaire. Du coup, la sélection des astronautes dépend aussi de la santé orale et on ne prendra pas le risque de sélectionner un astronaute s'il y a des gros problèmes carieux, en tout cas des désordres dentaires qui n'ont pas été pris en compte, pris en ordre correctement. Le risque, c'est l'odontocrexie, c'est-à-dire l'explosion de la dent. Cela arrive notamment lorsque les individus présentent des obturations dentaires de type composite, résine, qui ne sont pas suffisamment collées. Il peut y avoir des petites infiltrations. Et avec les changements de pression potentiels, sortie extravéhiculaire, ou encore lors des phases de décollage, de retour sur Terre, on va avoir une explosion potentielle. Donc ça, c'est un vrai risque. Donc les astronautes, ils vont être sélectionnés et si en cas de carie, tout va être vérifié et les soins dentaires doivent être validés et correctement réalisés. Alors, est-ce que le risque de carie est pour autant augmenté dans l'espace? Alors, c'est discuté, bien entendu, mais il y a tout un tas de facteurs qui permettraient d'aller dans ce sens-là. Diminution de la qualité de la quantité de salive. On sait que la salive a un pouvoir tampon et est un élément protecteur de l'organe dentaire face à la carie. Également, pour les futures missions de longue durée, la question est de se demander si la répartition des caries sera différente. La salive se répartira différemment au sein de la cavité buccale. Modification également de la flore bactérienne et notamment du Streptococcus mutans et Salivarius impliqués dans les processus carieux. Néanmoins, il y a les facteurs de protection, niveau d'études élevé des astronautes, sensibilisation aux techniques d'hygiène orale et surtout en amont, la sélection des astronautes. Et dans cette sélection drastique, il y a l'inclusion de la santé orale. Alors, un élément important, c'est la réactivation des virus et notamment des herpès. Les astronautes peuvent avoir très souvent une réactivité de ces virus-là, mais cela amène à une considération plus large sur les virus latents et notamment sur les missions de longue durée sur la Lune et sur Mars. Ça sera un vrai défi sur le plan de la recherche spatiale. Pour le risque parodontal également, les astronautes sont plus sujets à des inflammations gingivales et parodontales liées à la modification du microbiote, mais c'est résolutif, c'est-à-dire que dès qu'ils vont revenir sur Terre, très rapidement, le tissu parodontal, les gencives, vont revenir dans un état quasi normal. Alors cela nous amène à parler maintenant de certaines mesures et de l'alimentation. Anne en a parlé, mais l'alimentation joue un rôle évidemment prépondérant lorsqu'on parle de santé orale. Rappelons que les aliments sont thermostabilisés, lyophilisés, empaquetés, il va falloir réhydrater et réchauffer chaque élément. Également, pour conserver du lien social, il va y avoir des repas communs et un cycle de vie avec 3 repas par jour préconisés. Ce qui est intéressant à noter, mais Anne en a parlé, c'est la modification possible de l'odorat et du goût. Donc des astronautes vont décrire, mais pas tous, ces modifications. Alors, des causes sont proposées, redistribution des fluides corporels, également une certaine lassitude face à la répétition de ces repas.
Et puis également la conservation trop longue des repas qui pourrait altérer le goût. Alors, les aliments vont être épicés de façon à essayer de stimuler au maximum le goût. Voilà. Et puis ils vont être aussi, on va jouer également sur les couleurs. Ça va avoir un impact. Et il faut penser que le goût, les auteurs, jouent aussi sur la qualité de vie des astronautes et dans leur bien-être. Ensuite, il y a l'hygiène. Et dans l'hygiène, il y a l'hygiène bucco-dentaire. Alors, en principe, sur Terre, on se lave les dents matin, midi et soir à la rigueur. Mais dans l'espace, c'est pareil. Mais le brossage est un peu plus particulier. Il faut faire attention à ce que les liquides ne volent pas au sein de la Station spatiale internationale. Donc là, vous avez Chris Hadfield, un astronaute canadien, qui s'est fait connaître par ses différentes vidéos sur YouTube. Et là, en l'occurrence, il présente la façon dont il se brosse les dents. Donc ils utilisent des sachets hermétiques, une paille, on va maîtriser la quantité d'eau, et on va utiliser un dentifrice comestible, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir cracher le dentifrice, mais avaler le dentifrice. Après, c'est un brossage assez classique, bien que là, je trouve qu'il brosse assez fortement, je trouve, et je n'ai pas accéléré la vidéo. Si, là, c'est peut-être un peu accéléré quand même. Si, c'est accéléré par moment. Et donc là, il va nettoyer les poils de la brosse à dents et il va avaler au dentifrice. Donc si vous voulez essayer de vous brosser les dents dans l'espace, préparez-vous à la sélection. En plus de ça, dans les séances d'hygiène, des chewing-gums peuvent être préconisés pour justement stimuler la production de salive qui justement intervient comme effet tampon et comme élément protecteur de l'organe dentaire. Outre la sélection des astronautes qui inclut l'état bucco-dentaire, on peut parler aussi des mesures prophylactiques qui sont recommandées avant le vol. Et également, s'il y a une urgence dentaire, il faut que des astronautes soient formés. Donc là, vous avez le centre à Houston, vous avez aussi le centre de Cologne, où 1 à 2 membres de l'équipage de l'ISS sont formés à certaines procédures médicales qui incluent des procédures d'odontologie. Donc là, vous voyez, ils sont entraînés, certains astronautes sont entraînés à des remplacements d'obturation ou encore à des avulsions, des extractions dentaires simples en cas d'urgence. L'urgence serait notamment l'éclatement de l'organe dentaire. Alors, sur le matériel à usage dentaire, il y a eu une amélioration importante depuis justement l'expérience douloureuse de Yuri Romanenko, avec ces procédures d'urgence dentaire qui ont été mises en place, inclus textuellement dans le manuel des procédures médicales de l'ISS, et du matériel dentaire en 2 exemplaires est à disposition des astronautes. Dans ce manuel-là, va être répertoriées les différentes procédures d'intervention d'urgence, notamment la traumatologie dentaire, l'odontologie conservatrice, en lien justement avec les caries, les potentiels rages de dents, l'odontologie prothétique, un astronaute peut toujours perdre une couronne dentaire, et puis tout ce qui est chirurgie orale. Néanmoins, ce sont des procédures d'urgence. On va éviter au maximum de réaliser des interventions dans l'espace. Si une intervention doit être réalisée, c'est toujours après l'avis sur Terre lié aux techniques de télémédecine et de téléconsultation. Alors voilà les caisses que vous avez de matériel à usage médical. Et voilà globalement le matériel, alors pas sur ce packaging, mais voilà, avec ça, on doit être capable de tenir le coup en cas d'urgence dentaire. Donc vous avez des daviers, vous avez du matériel pour les sutures, vous avez des anesthésiques locaux, et puis des spatules, quelques spatules pour réaliser des soins d'urgence en odontologie conservatrice. Donc des choses relativement rudimentaires. Ce qui explique que si vous avez un éclatement au niveau d'une molaire, ça va être très très compliqué d'aller vous lancer dans un geste d'extraction avec des complications possibles. Molaire au niveau des sinus, ça serait un risque d'entreprendre une telle intervention
au risque de laisser un apex, de casser une... Donc, il va falloir faire très attention et prévenir au maximum et éviter ces mesures d'urgence. Sur le plan diagnostic, importance bien sûr de la télémédecine, et en l'occurrence là on parlera de la téléodontologie. Et puis dans le manuel, comme je vous l'ai dit, différentes interventions. Ce sont des procédures, comme des procédures de vol, des procédures qu'on connaît très bien dans le monde de l'ingénierie, de l'aéronautique. Là, tout est codifié, rien n'est laissé au hasard. Et toute procédure doit être en amont, en lien avec un avis médical sur Terre. Alors cela nous amène, pour terminer, à parler des perspectives. Perspectives en termes de télémédecine, d'IA et de CFAO. Alors, l'ISS, à quoi ça sert? Ça sert à faire des expériences et à faire avancer la recherche. Bon, très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a pu servir, nous, dans l'odontologie terrestre? Eh bien, il y a un grand nombre de recherches qui ont été faites dans l'espace qui a amélioré finalement le quotidien du chirurgien dentiste et qui a contribué à l'amélioration des soins en odontologie sur Terre. Les dispositifs utilisant les ondes ultrasonores conçues par la NASA sont utilisés aujourd'hui dans le cadre du traitement et du diagnostic des parodontopathies. Également, le système de désinfection du fauteuil dentaire, il est associé au développement des systèmes de désinfection au sein des différentes stations spatiales. Les biomatériaux dentaires ont bénéficié justement de la recherche spatiale, notamment en orthodontie, avec des biomatériaux utilisés pour les braquettes, les lasers dans la chirurgie des tissus mous et parodontaux, et puis on le verra, en prothèse, nous utilisons beaucoup d'imprimantes 3D aujourd'hui, et ces imprimantes 3D font l'objet d'études au sein des stations spatiales internationales. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, au niveau des procédures, il y a toujours un avis médical qui est demandé. Alors on peut justement faire référence à cette étude australienne sur l'impact de la télémédecine. Est-ce que le diagnostic est équivalent en télémédecine à un diagnostic réel avec 2 personnes? Et les études montrent finalement que l'apport de la télémédecine, grâce notamment avec des caméras, des photos, des vidéos, finalement l'efficacité du diagnostic équivaut que l'on soit en direct ou bien à distance. Et qui plus est, maintenant, en plus de cette télémédecine, on va avoir les diagnostics et les autodiagnostics d'IA. Et ça, il faut y penser parce que dès lors qu'on va augmenter la distance des astronautes par rapport à la Terre, pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, eh bien, il y a un temps de communication. Et on pourra demander de moins en moins un avis sur Terre. Donc les astronautes vont devoir se débrouiller. Et donc il y a tout un tas d'applications qui fleurissent en médecine, d'autodiagnostic, d'IA, en bien ou en pas, en bien ou en mal. Mais en tout cas, dans le domaine de la radiologie, de la dermatologie, l'IA vraiment apporte des évolutions significatives. Ici à Toulouse, au sein de notre faculté de santé, vous voyez, avec un partenariat avec l'École polytechnique de Montréal, on a développé un logiciel d'IA avec un téléphone qui vise à prendre une photo d'une lésion dermatologique intrabuccale et l'IA va mouliner et proposer des diagnostics probables avec des diagnostics de certitude. Et en cas de diagnostic allant vers une tumeur récidivante, etc., ou aggravée, eh bien, l'idée, c'est que cette application puisse être en lien direct avec des spécialistes en dermatologie buccale et en chirurgie orale. Donc ce sont tout un tas de ces dispositifs qui pourront être à terme utilisés par les astronautes dans le cadre de missions interplanétaires. Je vous ai également parlé de CFAO. Alors qu'est-ce que c'est la CFAO? C'est la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Globalement, pour faire une prothèse aujourd'hui, dentaire, maxillofaciale, on utilise de plus en plus des outils numériques, des caméras pour l'acquisition, des outils, des logiciels pour concevoir numériquement, et puis pour fabriquer. Alors quel serait l'intérêt de fabriquer du matériel, de fabriquer des couronnes, des dispositifs? C'est de ne pas l'amener de la Terre à la station. Gain d'argent, facilité. Vous avez donc une étude qui s'est passée, je crois, en 2016, voilà, en Autriche, lors d'une simulation d'exploration martienne.
où a été testées différentes procédures, et notamment des procédures dans le mode de l'odontologie prothétique. Donc, dans cette étude-là, on a eu une simulation d'un décèlement prothétique, et l'astronaute, le pseudo-astronaute en simulation, a réalisé une empreinte optique qu'il a envoyée dans un centre à distance, qu'il a conçue à distance, et à l'aide d'une imprimante 3D, cette couronne a pu être donc fabriquée et posée. Donc là, on imagine un modèle de soin, ici en odontologie prothétique, qui pourrait être utilisé, par exemple, pour des bases lunaires ou des bases martiennes. Donc, ce sont des études qui contribuent à imaginer un modèle de soins spécifique dans ces milieux isolés. Alors, l'impression 3D est liée aussi à la bio-impression. Donc ça, ce sont des innovations technologiques. Et là, on va encore plus loin parce que ce sont des innovations qui ont eu aujourd'hui, qui sont développées par notamment des entreprises américaines. Je pense à la Wake Forest Institute. Et ça aura bien sûr un impact dès lors qu'on imagine ces missions interplanétaires. Alors de ces missions interplanétaires et de l'impact que ça va avoir dans la médecine, et en l'occurrence les exemples que j'ai donnés en médecine orale spatiale, il faut faire le lien avec les technologies NBIC. Alors les technologies NBIC sont les hautes technologies, on l'appelle encore les technologies convergentes, et on va avoir 4 sortes de hautes technologies. On va les classer avec le N pour nanotechnologie, donc c'est technologie de ce qui est extrêmement petit, ça fait référence aux nanosciences. Biotechnologie, le B pour technologie du vivant, avec tout ce qui est transgénèse. Et puis, ces bio-nanotechnologies vont être associées à tout ce qui est informatique, donc le big data que vous connaissez, l'Internet des objets, la CFAO dont on a parlé, et puis bien sûr les sciences cognitives avec l'intelligence artificielle et la robotique. La question, c'est si on envoie des astronautes sur la Lune, sur des bases lunaires ou des bases martiennes, ces astronautes vont devoir résister à des modèles, à un environnement particulier qui est hostile. Ils vont être éloignés de la Terre et il va falloir imaginer un nouveau modèle de soins pour ces astronautes confinés dans le temps, dans des milieux lointains et hostiles. Et donc, il va falloir s'écarter complètement du modèle de soins sur Terre pour imaginer et créer un nouveau modèle de soins. On a donné l'exemple de l'odontostomatologie, mais il va falloir le faire pour l'ensemble des filières de santé. Quid de la reproduction? Quid des accouchements? C'est peut-être encore tôt pour y penser, mais c'est quelque chose dont il va falloir penser un jour, dès lors qu'on va développer ce type de mission interplanétaire. Alors, la question qui vient avec celle-là, c'est la question aussi de l'humain augmenté. Les conditions sont hostiles. On envoie des robots ou on envoie des humains dont les capacités motrices, sensitives et ou sensorielles seront augmentées. Alors ça vient de certaines pensées. En 1960, je pense notamment à Kleins, qui a parlé du cyborg pour cyborg, cybernétique, organisme. L'organisme cybernétique, est-ce que, alors ce cyborg qui fait référence à la science-fiction, est-ce que ce n'est pas une réalité de demain pour l'humain du futur dans le monde spatial? Donc là, on ouvre sur des considérations presque philosophiques, mais il va falloir rentrer dans le concret parce que la conquête spatiale avance et très probablement, il va falloir concevoir ces nouveaux modèles de vie, de société et de santé. Alors pour l'heure, en odontostomatologie, nous avons tout un tas de domaines qui évoluent très rapidement et qui bénéficient de ces avancées au niveau des NBIC et notamment de l'impact de l'intelligence artificielle dans le diagnostic et puis aussi probablement dans la thérapeutique future. Pour terminer, je voulais vous proposer ce mot, la cybergologie. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle science dans laquelle il va falloir développer de façon interdisciplinaire tout ce tas de questionnements qui ont été posés aujourd'hui à travers la médecine spatiale? La cybergologie, ce n'est pas que l'étude du cyborg, l'étude médicale, physiologique du cyborg, même physiologique, physio-robotique, on pourrait imaginer, mais c'est aussi
une étude sur le plan anthropologique, sur le plan éthique, sur le plan physiologique de l'humain de demain et plus globalement de l'humain augmenté qui rentre dans ce que nous connaissons aujourd'hui, le transhumanisme. Alors comme je reste un éternel rêveur et que je regarde très souvent la voûte étoilée, je terminerai cette allocution sur cette citation de Nietzsche. Tant que tu considères les étoiles comme quelque chose qui est au-dessus de toi, il te manque le regard de celui qui cherche la connaissance. Merci beaucoup, merci. C'était passionnant, merci aussi pour le respect du temps. On a bien vu effectivement que toutes ces questions, à la fois avaient des applications terrestres, mais aussi ouvraient à des questions sur le futur. Je propose de clôturer l'atelier. Merci à nos 3 intervenants, c'était vraiment passionnant. Et je vous donne rendez-vous du coup pour le volet 3 avec pour thématique espace et recherche fondamentale en sciences de la vie. Donc on verra justement en quoi l'exploration spatiale peut justement améliorer nos connaissances fondamentales. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.